Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de me laisser votre mail pour pouvoir garder contact en toute liberté. Vous pouvez me laisser votre mail via le lien que je vous ai laissé en barre d'infos ou alors me laisser votre mail dans un petit commentaire. Commençons à présent par faire le point sur la mise en accusation de M. Trump qui a rejeté une invitation à témoigner lors de son procès de mise en accusation. Ses avocats de la défense qualifiant cette décision de coup de relations publiques. Le principal responsable de la mise en accusation, le représentant Jamie Raskin, a envoyé une lettre à Trump l'exhortant à témoigner devant le Sénat. Il a déclaré que si Trump ne témoignait pas, il utiliserait ce refus contre lui au procès. L'équipe de défense de Trump a rejeté la lettre, disant qu'elle ne faisait que montrer qu'ils ne pouvaient pas prouver leurs allégations contre Trump, c'est-à-dire l'accuser d'avoir incité la violence au Capitole. De son côté, l'équipe de défense de Trump soutient également que les paroles de Trump étaient protégées par la liberté d'expression et qu'il n'a pas incité à la violence. L'avocat de Trump, David Schoen, déclare « Votre lettre ne fait que confirmer ce que tout le monde sait. Vous ne pouvez pas prouver vos allégations contre le 45e président des États-Unis, qui est maintenant un citoyen privé. » Fin de citation. Robert Natelson, qui est professeur et érudit constitutionnel et auteur de renommée nationale, a dit « Ce qu'ils disent, c'est qu'il a dit des choses qui, au vu des circonstances, ont conduit à la violence. Mais ce n'est pas un crime. C'est-à-dire que, selon lui, pour la Cour suprême, c'est une liberté d'expression protégée et donc cela crée quelques problèmes pour les procureurs dans le procès. » Natelson a ajouté que c'est peut-être pour cela que Raskin a voulu que Trump témoigne, parce qu'ils espèrent que Trump dira quelque chose qui comblera les lacunes de leur dossier. La constitutionnalité du procès a fait l'objet d'un débat depuis que M. Trump n'est plus en fonction. 55 sénateurs ont voté qu'il était constitutionnel, tandis que 45 sénateurs ont voté qu'il ne l'était pas. Le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud a dit « Je pense qu'il y aura près de 47 ou 48 votes pour l'idée que c'est un exercice inconstitutionnel, mais pas assez pour arrêter l'affaire. » Pour Robert Natelson, si le Sénat décide d'être compétent, une option reste ouverte pour l'ancien président Trump, qui serait d'aller devant les tribunaux et de dire qu'il veut que cette procédure de mise en accusation soit arrêtée, parce que cette Cour est en train de se réunir et le Sénat procède sans compétence. Je ne sais pas, dit-il, quand, mais ce sera l'une de ces options. De son côté, l'avocat Schoen soutient que l'utilisation par Raskin de notre Constitution pour engager une prétendue procédure de destitution est beaucoup trop sérieuse pour essayer de jouer à ces petits jeux. Les avocats de M. Trump ont indiqué qu'ils allaient faire valoir que le procès de mise en accusation est inconstitutionnel, parce que M. Trump a quitté ses fonctions et que le fait qu'il ait parlé à une foule le 6 janvier était protégé par le premier amendement. Le procès au Sénat débute aujourd'hui, il pourrait être court ou s'éterniser si les parties appellent à des témoins. Un conseiller a déclaré que les avocats de M. Trump prévoient d'afficher une chronologie totale et des images du Capitole américain qui était l'affirmation selon laquelle il n'a pas incité à l'assaut du bâtiment. Le conseiller de Trump, Jason Miller, a fait des commentaires lors d'une apparition virtuelle sur Newsmax. Miller a déclaré que les gens devraient savoir, grâce au dossier de Trump, qu'il est le président le plus pro-loi et ordre de tous les temps et qu'il déplore toutes sortes de violences collectives, surtout après cet été. Des documents judiciaires provenant d'affaires contre des personnes qui ont pris d'assaut le Capitole suggèrent qu'au moins certains des partisans de ce jour-là ont planifié l'attaque. Trump, de son côté, décide de démissionner du syndicat des acteurs américains 2 semaines après que l'organisation ait expliqué avoir lancé une procédure disciplinaire à l'encontre de l'ex-président. Trump a publié sa propre lettre, il a annoncé qu'il quittait la guilde des acteurs de cinéma. Dans une lettre cinglante, Trump a dit « À propos de la soi-disant audience du comité de discipline visant à révoquer mon adhésion au syndicat, on s'en fout. » Il poursuit en appelant le syndicat et les médias. Il a déclaré que le secteur de la télévision d'information par câble était une plateforme mourante qui n'avait plus beaucoup de temps avant que lui-même ne s'implique dans la politique, ajoutant qu'il avait créé des milliers d'emplois dans les médias en raison de la couverture de sa présidence.
Il l'a ensuite rattachée à la Guilde, la qualifiant de tentative flagrante d'attirer l'attention des médias libres pour détourner l'attention de leurs tristes résultats et bilan en tant que syndicat. Il a déclaré, je cite, « L'organisation a fait peu pour ses membres et rien pour moi, à part la collecte des cotisations et la promotion politique d'idées anti-américaines dangereuses, comme en témoignent vos taux de chômage massifs et les poursuites judiciaires intentées par des acteurs célèbres qui ont même enregistré une vidéo demandant pourquoi le syndicat ne se bat-il pas pour moi ». M. Trump a poursuivi en disant qu'il ne souhaitait plus être associé au syndicat et que la lettre servait à informer le syndicat de sa démission immédiate. Il a dit, je cite, « Je ne souhaite plus être associé à votre syndicat. En tant que tel, cette lettre sert à vous informer de ma démission immédiate de SAG-AFTRA. » Le Guild a accusé Trump il y a quelques semaines d'avoir enfreint ces règles en incitant l'attaque du Capitole américain et en lançant une campagne de désinformation contre les journalistes. Un comité devrait examiner son cas avant qu'il ne démissionne. Trump était membre depuis 1989. Il a ensuite cité son travail dans des films à grand succès comme Home Alone 2, Zoolander et Wall Street, Money Never Sleep, ainsi que sa propre émission The Apprentice. Il a déclaré dans sa lettre « Bien que je ne connaisse pas votre travail, je suis très fier de mon travail sur les films tels que Home Alone 2, Zoolander, Wall Street, Money Never Sleep, ainsi que les émissions de télévision telles que The French Prince of the Bel-Air, Saturday Night Live et bien sûr l'une des émissions les plus réussies de l'histoire de la télévision, The Apprentice. » La Guilde des acteurs de cinéma a simplement dit merci en réponse à la lettre de démission cinglante de M. Trump. Nous passons maintenant à l'énorme projet de loi de finances, le projet de loi de Joe Biden qui prévoit des dépenses d'un montant de 1,9 milliard de dollars pour lutter contre le virus est un pas de plus vers l'adoption d'une loi. Le Sénat a adopté une résolution qui empêchera les républicains de bloquer le vote. Le Sénat a adopté une résolution budgétaire tôt vendredi matin qui empêcherait les républicains de faire obstruction à la proposition de dépenses du président Biden pour lutter contre le virus. La résolution a été adoptée selon la ligne du parti, la vice-présidente Kamala Harris ayant rompu le lien. Cela s'est produit après un marathon de vote à Rama qui a duré toute la nuit. C'est une tradition du Sénat où la minorité fait pression sur la majorité pour essayer de faire passer des projets de loi controversés. Les républicains ont proposé une série d'amendements pour que les démocrates s'expriment sur diverses questions. La plupart ont été défaites, mais une mesure visant à empêcher les riches américains de recevoir des chèques de 14 000 $ a été adoptée. Le leader républicain Mitch McConnell a laissé entendre plus tôt que les démocrates utilisaient une faille dans le processus budgétaire pour faire adopter la proposition de Biden. Il a dit, je cite, « Les démocrates au Congrès vont de l'avant. Ils utilisent ce budget bidon pour mettre la table et faire passer leur projet, mais Nancy Pelosi a déclaré que le plan de Biden était raisonnable. Elle a déclaré « Aller au plus grand plutôt qu'au plus petit, c'est ce que nous voulons faire ». La résolution sur le budget ouvre la voie aux démocrates pour qu'ils adoptent la loi finale sans le soutien des républicains. McConnell a déclaré que maintenant que les démocrates ont la majorité, ils ne se soucient plus de l'unité bipartite. Depuis que le Sénat a révisé le projet de loi de résolution budgétaire, il revient maintenant à la Chambre pour obtenir un nouveau vote qui inclut les changements. S'il est adopté, le Sénat attendra probablement la fin du second procès de destitution de l'ancien président Trump pour voter un projet de loi final. Pelosi a déclaré vendredi que la Chambre prévoit de l'adopter d'ici la fin du mois de février. Elle a déclaré aux journalistes que M. Biden est ouvert, comme nous le sommes tous, au bipartisme, ajoutant « mais il est néanmoins intéressé à obtenir des résultats dès que possible ». Fin de citation. Les républicains se sont prononcés contre l'utilisation par les démocrates de l'outil budgétaire pour faire adopter l'enveloppe sans le soutien des républicains. Et nous passons à présent à une mise à jour sur la représentante Marjorie Taylor Greene. Le Parlement a voté la suppression de 2 postes de la représentante Marjorie Taylor Greene au sein des commissions parlementaires.
La résolution, soutenue par les démocrates, vise la députée pour ses commentaires et vidéos en ligne. Le résultat était largement conforme à la ligne du parti. Les dirigeants républicains de la Chambre se sont fortement opposés au vote. Kevin McCarthy, chef de la minorité, a dit, je cite, « Jamais auparavant dans l'histoire de cette Assemblée, la majorité n'a abusé de son pouvoir de cette manière. Jamais dans toute l'histoire de cette Assemblée. » D'autres y voient une division supplémentaire entre les deux partis. Jackie Walorski de l'Indiana a déclaré que la résolution 72 de la Chambre n'est rien d'autre qu'un coup de force partisan. Elle a qualifié la résolution majoritaire adoptée contre un membre minoritaire de mauvaise et sans précédent. Les démocrates de leur côté disent que l'action était nécessaire et que le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, aurait dû prendre cette mesure lui-même. Stephen Hoyer, leader de la majorité à la Chambre, a dénoncé avec virulence une affiche de campagne de Green prétendant qu'elle pointait un fusil sur les législateurs démocrates. Elle forme un squad, il y a Ian, il y a Alexandria, il y a Rashida. Elle a été accusée pour la première fois de soutenir les théories de conspiration entourant les attaques terroristes du 11 septembre et les fusillades meurtrières dans les écoles américaines. Elle a également suivi le mouvement QAnon. Elle aurait émis un commentaire sur Facebook qui disait qu'une balle dans la tête de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, serait plus rapide. Quelques heures avant le vote, Mme Green a déclaré qu'elle regrettait certaines de ses paroles et actions passées et que les médias la dépeignaient de manière inexacte. Elle a dit, je cite, « Ce sont des mots du passé et ces choses ne me représentent pas. Elles ne représentent pas mon district et elles ne représentent pas mes valeurs. » Elle a dit que certains de ses posts reflétaient des questions qu'elle essayait de comprendre à l'époque et qu'elle ne partage plus ses opinions. Mme Green a déclaré qu'aucun de ses collègues démocrates ne lui avait parlé ou n'avait appris à la connaître. Elle a poursuivi en disant « Ce que vous devez savoir sur moi, c'est que je suis une Américaine très ordinaire, tout comme les gens que je représente dans mon district et la plupart des gens dans tout le pays. » Elle a ajouté qu'elle se soucie profondément du pays et qu'elle est préoccupée par l'ouverture des frontières, les droits des enfants à naître, la dette nationale élevée et la participation des États-Unis à des guerres à l'étranger. Mme Green a qualifié cette décision de grande trahison à l'égard des républicains qui ont voté en faveur de la suppression de ses postes au sein des commissions. Elle a fait des commentaires lors d'une conférence de presse qu'elle a tenue vendredi. Elle a poursuivi en disant que cela pourrait coûter au Parti républicain la majorité de la Chambre lors de ses élections en 2022. 11 républicains ont rejoint les démocrates à la Chambre pour la dépouiller de ses affectations à la commission du budget de la Chambre et à la commission de l'éducation et du travail de la Chambre. 3 des 11 avaient également voté pour mettre en accusation le président Donald Trump. Il s'agit de Kissinger, de Fred Upton et de John Cato. Passons à présent à une mise à jour sur Parler. Le copropriétaire de la plateforme des médias sociaux Dan Bongino a déclaré que le site pourrait être de retour d'ici lundi. Les responsables de Parler ont travaillé à la remise en ligne du site. Amazon Web Services et AWS avaient bloqué Parler le mois dernier, accusant le site de ne pas modérer correctement la plateforme. Et nous rappelons que l'action d'Amazon est intervenue après que Google et Apple aient retiré les applications de Parler de leurs Apple Store. Le président français Emmanuel Macron dit qu'il ne veut pas vivre dans une démocratie où les décisions clés sont prises par des réseaux privés de médias sociaux. Emmanuel Macron, donc président de la France, a déclaré, je cite, « Le nouveau règlement, cette nouvelle gouvernance d'une certaine manière, doit être démocratique et discutée entre nos dirigeants. » S'adressant au groupe de réflexion du Conseil Atlantique, M. Macron affirme que de plus en plus de vies humaines se déroulent en ligne et que cet espace a besoin d'une réglementation et d'une gouvernance démocratique. Il a critiqué les émeutes du Capitole et la réponse des plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter. Macron a déclaré que ces plateformes avaient aidé le président Trump à être si efficace pour se faire entendre, puis ils lui ont coupé la parole. Emmanuel Macron donc a dit, je cite, « À la seconde même où ils étaient sûrs que tout était fini, ils ont soudainement coupé le micro. » Twitter a définitivement fermé le compte de Trump qui comptait 89 millions d'abonnés. Facebook a également interdit l'ancien président pour une durée indéterminée et les plateformes de médias sociaux rivales favorisées par les partisans de Trump ont également été fermées.
Il ajoute « Il a tué toutes les plateformes où il était possible pour lui et ses partisans de s'exprimer ». Macron a déclaré que les sociétés de médias sociaux ne devraient pas porter de jugement sur la pertinence du discours de Trump ou sur le fait que Trump devrait perdre sa capacité à s'exprimer publiquement par la suite. Macron dit que ces décisions devraient être prises par des lois ou des règlements qui sont démocratiquement discutés et approuvés par des dirigeants démocratiquement élus. D'autres dirigeants mondiaux se sont également prononcés contre la censure des plateformes technologiques sur Trump. La chancelière allemande Angela Merkel avait qualifié l'interdiction de Twitter de problématique, décrivant la liberté d'opinion comme un droit essentiel. Les membres du gouvernement français ont abondé dans ce même sens. Le ministre délégué aux Affaires européennes, Clément Beaune, s'est dit choqué qu'une entreprise privée prenne une telle décision. Il a dit que ce genre de choses devrait être décidé par les citoyens et non pas par un PDG. Le chef du parti travailliste norvégien de gauche a ajouté que la censure des grandes technologies menaçait la liberté politique dans le monde entier. Et le premier ministre intérimaire Michael McCormack a déclaré qu'il ne croit pas à ce genre de censure. Le président mexicain Manuel López Obrador et le chef de l'opposition russe Alexei Navalny ont également fait écho à ce message. La liberté d'expression et de la presse ont été l'une des pierres angulaires du document fondateur de l'Amérique et Thomas Jefferson, qui a joué un rôle clé dans l'élaboration de la Déclaration d'indépendance, s'est engagé à garantir la liberté d'expression. Il a dit un jour « Notre liberté dépend de la liberté de la presse et celle-ci ne peut être limitée sans être perdue. » Voilà. Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute et d'avoir été présent. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir.